Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer à faire un petit peu le résumé de l'histoire de France de Jacques Bainville. La dernière fois, donc, on s'était arrêté à Henri IV, qui était le roi qui avait restauré la monarchie et avait relevé l'État après des décennies de chaos. Et aujourd'hui, on va poursuivre un peu ce voyage dans l'histoire de France avec 5 nouveaux chapitres. On va parler de Louis XI, l'affront Louis XIV, la régence avec Louis XV, Louis XVI et la naissance de la Révolution. Et on va voir comment, en fait, en 2 siècles, la monarchie va à la fois atteindre son apogée, puis s'effondrer. Après Henri IV, la France respire à nouveau. Donc l'État est redressé, les routes sont sûres, les finances reprennent souffle. Mais déjà à l'horizon va se profiler un nouveau défi, qui est la rivalité entre la France et la Maison d'Autriche. Cette lutte, Jacques Bainville l'a décrit comme le grand fil conducteur de notre histoire, celle d'une nation encerclée qui doit sans cesse se défendre pour rester libre. Louis XI, bien avant Richelieu, avait compris cette menace. C'est un roi souvent mal aimé d'ailleurs, parce qu'il est rusé, méfiant et parfois cruel. Mais il a une vision politique d'une rare profondeur. Il veut unifier la France et affaiblir ses voisins trop puissants. Face à lui, les grands féodaux rêvent encore d'indépendance, et la Bourgogne, avec Charles le Téméraire, menace directement le royaume. Louis XI va triompher, non par la guerre, mais par la diplomatie, l'or et la ruse. En neutralisant la Bourgogne, il ferme la porte aux ambitions impériales de la Maison d'Autriche. En d'autres termes, il prépare le terrain pour Richelieu. Car justement, un siècle plus tard, c'est Richelieu qui va reprendre ce combat, mais à une autre échelle. Puisque sous Louis XIII, la France est encore fragile. Les grands seigneurs complotent, les protestants tiennent des places fortes, et surtout les Habsbourg encerclent la France, présents en Espagne et dans le Saint-Empire. Richelieu comprend que la France doit devenir une nation centralisée, unie sous l'autorité du roi, et qu'elle doit briser l'encerclement autrichien. Il va donc affaiblir les grands, il va réduire La Rochelle et fait tomber le pouvoir des factions. Et surtout, il engage la France dans la guerre de 30 ans du côté des puissances protestantes contre les Habsbourg catholiques. C'est là toute la lucidité de Richelieu. Il n'agit pas par religion, mais par raison d'État. Bainville insiste, la France cesse d'être un champ de bataille entre factions et elle devient une puissance consciente d'elle-même avec une politique extérieure claire. Et cette lutte contre la Maison d'Autriche, commencée avec Louis XI et portée à son apogée par Richelieu, c'est le cœur même de la monarchie française moderne. Mais après Richelieu et Louis XIII, la France va retomber dans le désordre. Le jeune Louis XIV monte sur le trône et la régence d'Anne d'Autriche s'ouvre sous la houlette du cardinal Mazarin. Le royaume, épuisé par les guerres et les impôts, voit éclater la Fronde, qui est une série de révoltes des nobles, des parlementaires et parfois même du peuple. Pour Bainville, la Fronde est une leçon politique. Elle montre ce qui se passe quand l'autorité du roi vacille. Chacun cherche à tirer la couverture à soi, le désordre s'installe, les ambitions personnelles déchirent le pays. Les grands veulent récupérer leurs anciens privilèges, les magistrats prétendent gouverner à la place du roi et le peuple lui subit. La France a failli redevenir féodale. Mais Mazarin, malgré son impopularité, tient bon. Il garde le jeune roi à l'abri, négocie, manœuvre et finit par rétablir l'ordre. Quand Louis XIV sort de cette période, il a tout compris. Jamais plus il ne laissera le désordre politique menacer la monarchie. C'est la grande leçon de la Fronde. Pour qu'il y ait un État fort, il faut une autorité centrale incontestée. Bainville écrit que la monarchie absolue n'est pas née du caprice d'un roi, mais de la nécessité historique. Sans discipline, sans unité, la France s'effondre. Louis XIV, témoin de cette anarchie, décide qu'il sera le roi qui tiendra tout entre ses mains. Donc Louis XIV, c'est la majesté fait homme. Quand il monte sur le trône, il n'a qu'une idée: faire du roi la source unique du pouvoir, le centre du royaume. L'État, c'est moi, disait-il, une formule qu'il n'a peut-être jamais prononcée, mais qui résume parfaitement son règne. Sous lui, la France atteint une puissance inégalée. L'administration devient efficace, les intendants remplacent les seigneurs dans les provinces, la noblesse vit à Versailles domestiquée par l'étiquette. Colbert relance l'économie, organise les manufactures, encourage le commerce et la marine. Louvois réforme l'armée, Vauban va fortifier les frontières et sur le plan culturel, c'est l'âge classique Molière, Racine, Lully, le nôtre, la France rayonne. Mais cette gloire a un prix. Louis XIV, en cherchant à affirmer la grandeur de la France, engage des guerres longues et coûteuses. C'est la guerre de Hollande, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et puis la guerre de succession d'Espagne. Le royaume qui paraissait si fort s'épuise peu à peu, les campagnes se vident, les impôts augmentent, la misère s'étend. Bainville souligne que Louis XIV a donné à la France sa forme définitive, mais au prix de sa santé financière. Et surtout, à sa mort, le pays est fatigué, ruiné, mais habitué à la discipline et à l'ordre. Le roi a imposé la centralisation, mais il a aussi vidé la monarchie de sa spontanéité.
Tout dépend désormais de la personne du roi, et quand le roi faiblira, tout le système faiblira avec lui. À la mort de Louis XIV, la France respire. Le vieux roi avait tout dirigé, tout surveillé, et son successeur, Louis XV, n'a que 5 ans. La régence confiée au duc d'Orléans marque un retour à la liberté, mais aussi au désordre. Mainville y voit le début d'une décadence politique lente. Le pouvoir royal reste fort en apparence, mais il perd son autorité morale. La cour se relâche, la spéculation financière avec le fameux système de l'eau provoque scandale et ruine. Et surtout, l'esprit public change, les idées nouvelles se répandent, la critique du pouvoir devient à la mode. Louis XV, qui est pourtant intelligent, lucide, ne parvient pas à redresser la situation. Il veut régner à la manière de son arrière-grand-père, mais sans en avoir la volonté. Autour de lui, les favorites, Madame de Pompadour, Madame du Barry, deviennent les symboles d'un pouvoir corrompu et superficiel. Pendant ce temps, les guerres coloniales se multiplient et la France perd du terrain face à l'Angleterre. Le Canada, l'Inde, les Antilles, un empire s'effondre sans bruit. Mainville résume ce règne d'une formule cruelle: la monarchie continue de vivre, mais elle ne commande plus. Elle ne gouverne plus qu'en apparence. L'esprit de critique nourri par les philosophes des Lumières prépare la rupture. Et c'est ainsi que, sans s'en rendre compte, la monarchie absolutiste crée les conditions de sa propre chute. Quand Louis XVI monte sur le trône en 1774, tout semble encore possible. Il est jeune, sincère, travailleur, animé d'un vrai désir de bien faire. Mais il hérite d'un royaume ruiné, d'une noblesse arrogante et d'un peuple épuisé. Mainville insiste sur la tragédie de ce roi de bonne volonté, pris dans une mécanique qui le dépasse. Louis XVI veut réformer, mais il n'a ni la main ferme de Richelieu, ni l'autorité de Louis XIV. Il appelle des ministres compétents, Turgot, Necker, qui comprennent la gravité de la situation financière. Mais chaque tentative de réforme se heurte aux privilèges. Les nobles refusent de payer l'impôt, le clergé défend ses exemptions et les parlements bloquent les décrets. La monarchie centralisée par des siècles de pouvoir absolu va se retrouver paralysée. Et dans le même temps, les idées nouvelles se répandent: l'égalité, liberté, souveraineté du peuple. Le roi veut concilier tout le monde, mais c'est impossible. La convocation des États généraux en 1789 met le feu aux poudres, le tiers-État s'affirme, la révolution commence. Mainville, toujours lucide et implacable, montre que la révolution, c'est pas un accident, mais la conséquence logique de l'histoire française. À force de centraliser le pouvoir, la monarchie avait habitué le peuple à regarder vers Paris, vers le roi, vers l'État. Et quand le roi tombe, tout s'écroule. La machine reste mais sans conducteur. Louis XVI meurt donc sur l'échafaud, victime d'un mal plus grand que lui. La rupture entre l'ancien monde et le nouveau. Et Bainville conclut cette période avec une sorte de mélancolie. La France unifiée et forte grâce à sa monarchie entre dans une ère d'instabilité qui la marquera pour des siècles. Donc ces cinq chapitres nous montrent que la montée et l'apogée nous ont montré la montée, l'apogée et la chute de la monarchie française. De Louis XI à Louis XVI, on voit la même tension, centralisée pour sauver la France, mais risquée, à force de centralisation, d'étouffer la liberté et de préparer la révolution. C'est tout le paradoxe que Bainville nous invite à méditer. La grandeur de la France a été bâtie par des rois forts, mais ces mêmes forces a fini par la rendre vulnérable.